Cette vidéo est proposée par un collectif d'étudiantes de Master 2 de psychologie clinique, vulnérabilité et développement du psychotraumatisme de l'Université Côte d'Azur de Nice, afin de sensibiliser aux violences sexuelles les professionnels exerçant dans les lycées. L'aspect juridique, les sanctions pénales ainsi que le secret professionnel seront détaillés dans un premier temps. Puis, nous nous arrêterons sur la question du repérage du psychotraumatisme, pour enfin faire des propositions sur des préventions. Les violences sexuelles sont un fléau dans nos sociétés. Le ministère de l'Intérieur indique que pour l'année 2017, plus de 42 000 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées en France. Dans 86% des cas, la victime est une femme, dont 56% sont mineurs. Lorsque l'on parle de violences à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un ou plusieurs individus, on parle de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, c'est-à-dire de non-consentement. Elle couvre les actes allant du harcèlement verbal à la pénétration forcée, ainsi que des formes de contrainte, comme la pression et l'intimidation sociale, jusqu'à la force physique. L'Organisation mondiale de la santé précise que tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avance de nature sexuelle, ou acte visant à un trafic ou autrement dirigé contre la sexualité d'une personne, en utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s'y limiter, le foyer et le travail, définit les violences à caractère sexuel. L'enquête Virage auprès d'un échantillon de plus de 27 000 personnes sur les violences subies par les femmes et les hommes, présentée en 2017 par l'Institut national d'études démographiques, souligne que les violences sexuelles sont massives et se produisent tout au long de la vie. Une femme sur 7 et un homme sur 25 déclarent avoir vécu une forme d'agression sexuelle au cours de sa vie. Elle débute dès le plus jeune âge. D'ailleurs, 81% des premières violences sexuelles arrivent avant 18 ans. Il faut comprendre que les victimes de violences sexuelles, garçons ou filles, peuvent connaître des conséquences similaires à des niveaux divers, sur la santé génésique, sur le comportement, sur la santé mentale, et ont donc des conséquences parfois mortelles. La loi est précise quant à la question des violences sexuelles sur les mineurs de 15 à 18 ans. Donc, dans le cas des violences sexuelles au sein des établissements scolaires, comme les lycées, la majorité des victimes a entre 15 et 18 ans. En effet, cette distinction dans l'âge est importante, car les infractions ne sont pas les mêmes et les réponses pénales non plus. Les 4 infractions principales qui sont à retenir: la corruption de mineurs, qui consiste pour un adulte à imposer à un mineur, éventuellement par Internet, des propos, des actes, des scènes ou des images susceptibles de le pousser à dépravation sexuelle; l'agression sexuelle, qui est un acte sexuel sans pénétration commis par violence, contrainte, menace ou surprise; le viol et le recours à la prostitution de mineurs. Ces actes étant au minimum qualifiés de délit, voire de crime pour le viol, le plus souvent aggravés par le fait qu'ils se déroulent en milieu scolaire, ils doivent impérativement faire l'objet d'une enquête par un dépôt de plainte dans un commissariat ou une gendarmerie et d'un signalement au procureur de la République. L'école dans son ensemble est au cœur des lieux de vie des élèves. Il apparaît comme évident que cette institution, comme son personnel, sont à privilégier pour déployer une politique de prévention contre les violences sexuelles. Plus largement, l'école doit faire la promotion de la santé. À travers la démarche positive et dynamique de l'école promotrice de santé, impulsée en 2018 par un comité interministériel de la santé, qui s'inscrit dans un continuum éducatif qui articule les projets de la prévention et les activités pédagogiques. Mettre fin aux violences sexuelles, c'est envisager des actions concertées. Cette approche préventive, globale et positive, a pour objectif de faire la promotion de la santé et du bien-être dans tous les établissements scolaires. Les interventions auprès des jeunes dans les écoles sont essentielles, et cela sous-entend d'enrichir la base des connaissances et de sensibiliser le corps enseignant sur la question des violences sexuelles, tant sur le champ de la loi que sur les conséquences psychotraumatiques spécifiques, afin de les aider à mieux prévenir, éduquer, détecter et protéger. Des études soulignent que 2 enfants par classe sont touchés par des violences sexuelles. Alors pour tous ces enfants et pour tous les autres, agissons. Contexte théorique des violences sexuelles. Contexte juridique. Les violences sexuelles désignent tout acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise,
quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime. Ces violences recouvrent les situations dans lesquelles une personne impose à autrui un ou des comportements, un ou des propos écrits ou oraux à caractère sexuel. En d'autres termes, cela est subi et non désiré par la victime et porte atteinte à ses droits fondamentaux, à son intégrité physique et psychique. Les violences sexuelles sont interdites par la loi, sanctionnées pénalement et recouvrent différentes formes. Agression sexuelle, viol, voyeurisme, harcèlement sexuel, etc. La notion de consentement est très importante puisque la victime n'a pas consenti et désiré les faits qui lui ont été imposés. Son refus et son non-consentement peuvent être exprimés par des paroles, des attitudes, des écrits ou par des silences. Le silence ne vaut pas acceptation. Le consentement doit être réciproque et mutuel, il est temporaire. Il peut être donné, puis retiré. Il concerne notamment un acte sexuel à la fois et non tous les actes sexuels. Si une personne n'est pas en état de donner son consentement, c'est donc qu'elle refuse. Dans le cadre scolaire, la loi autorise la levée du secret professionnel en matière d'atteinte sexuelle commise sur des mineurs de 15 ans. De plus, elle impose à tout fonctionnaire qui acquiert dans l'exercice de ses fonctions la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner un avis sans délai au procureur de la République. Enfin, il existe une obligation légale d'assistance à personne en danger. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, et qui s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les peines encourues sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque le crime ou le délit est commis sur un mineur de 15 ans. Ainsi, le secret professionnel peut également être levé pour tout professionnel qui alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives de mauvais traitements sur un mineur ou sur une personne incapable de se protéger. Protéger les victimes de violences sexuelles est donc un devoir moral, éthique, humain et légal. Lorsque nous pensons adolescence, il nous vient spontanément à l'idée la crise d'adolescence. On parle alors de conduite protestataire, de conduite opposante et souvent à risque. Nous allons voir que de telles observations peuvent être repérées à la suite d'exposition à un événement traumatique. Si l'adolescence est un moment de croissance et de potentiel important, c'est aussi une période dans laquelle les pressions sociales incitent les jeunes à la consommation d'alcool, de drogue, à avoir des relations sexuelles précoces, ce qui leur fait courir un risque accru de traumatisme psychique. Les manifestations de souffrance ne signifient pas forcément que l'adolescent a subi une agression sexuelle, mais quelle que soit la cause de cette détresse, il s'agit de signaux dont il faut tenir compte. Parmi ceux-ci, nous pouvons évoquer des attitudes craintives, un changement soudain dans le comportement, l'humeur, un absentéisme inhabituel, une chute brutale des résultats scolaires. Ces signes peuvent être repérés indépendamment les uns des autres et nous alarmer sur la santé psychique de l'adolescent. Mais, mêlés les uns aux autres, ces signes peuvent constituer ce que l'on appelle un trouble de stress post-traumatique, soit TSPT, l'une des plus importantes conséquences suite à une exposition traumatique. On va donc s'intéresser particulièrement au TSPT dans cette vidéo. Pour cela, nous allons présenter le cas de Marie. Marie est une jeune fille de 17 ans. Elle vit chez sa mère et son beau-père. Un soir, alors que Marie s'apprêtait à sortir avec ses copines, elle porte une jupe. Aujourd'hui, Marie se souvient encore de la manière dont son beau-père la regardait lorsqu'il l'a vue en jupe. Un regard insistant, sans dire un mot. Lorsque Marie rentre vers 2h du matin, son beau-père l'engueule pour son arrivée tardive. Monsieur devient de plus en plus agressif et commence à passer sa main sous la jupe de Marie. Elle ne comprend pas ce qui se passe, sans parvenir à bouger, ni à dire un mot. Selon le DSM-5, le premier critère du TSPT est l'exposition à la mort effective ou encore aux violences sexuelles telles que l'a subie Marie. Toutefois, en pratique, il peut également s'agir d'un événement marquant, tel que le regard de son beau-père quand il l'a vue en jupe. Ensuite, nous pouvons observer des symptômes envahissants depuis l'événement, comme des souvenirs intrusifs, l'image du regard de son beau-père, mais aussi des cauchemars du soir de l'agression, des angoisses, tremblements quand elle rentre chez elle. Également, nous notons des conduites d'évitement de stimuli associés à l'événement. Marie écoute de la musique forte en permanence pour occuper son esprit. Elle part souvent chez ses grands-parents pour ne pas être chez elle. Aussi, nous observons des croyances exagérées et dysfonctionnelles comme « j'ai tout ce que je mérite », impliquant un sentiment de culpabilité. On note aussi un état émotionnel négatif persistant de crainte, de honte, ainsi qu'une réduction de l'intérêt pour des activités importantes. Par ailleurs, il existe également une altération de la réactivité, comme un comportement irritable. Marie devient agressive avec ses amis et s'isole. On note aussi une dysrégulation des émotions. Malheureusement, ces signes sont parfois invisibles, ou bien d'autres symptômes peuvent se présenter, tels que nous l'avons abordé en début de vidéo. Également, nous allons alors parler du phénomène d'emprise, avec l'exemple de Chloé, à partir duquel les signes cliniques sont très difficilement décelables. Le phénomène d'emprise se définit comme un processus de colonisation psychique réalisé par l'agresseur sur la victime, aboutissant à un état de soumission. Mais comment est-ce possible ?
En cas de danger, l'amygdale située dans le cerveau sécrète des hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. Or, si la victime ne peut pas fuir face au danger, cet état de stress dépassé représente un risque vital cardiovasculaire et neurologique. Pour y échapper, le cerveau va faire disjoncter le circuit émotionnel et celui de la mémoire. Dès lors, la victime entre en état de sidération psychique. Elle est immobilisée, incapable de fuir. Cette disjonction est responsable de l'apparition de 2 symptômes traumatiques, la dissociation et mémoire traumatique, que nous allons étudier à partir du cas de Chloé. Chloé est une jeune fille de 18 ans. Lors de sa soirée d'anniversaire et sous l'emprise de l'alcool, Chloé se retrouve très proche d'un garçon. Ce dernier finit par la conduire dans une chambre isolée de tous et commence à la toucher. Il lui bloque les mains, empêchant alors d'essayer de bouger, et Chloé entre en état de sidération. Depuis l'événement, Chloé est en présence de son agresseur au lycée. Nous notons une dissociation traumatique, un phénomène d'anesthésie émotionnelle et physique. Chloé ne ressent ni peur ni dégoût, elle est déconnectée de ses émotions. En revanche, en l'absence de son agresseur, nous notons l'activation de la mémoire traumatique, c'est-à-dire une mémoire émotionnelle intense, non intégrée. Chloé a des flashbacks incontrôlés du soir de l'agression, des pensées culpabilisantes telles que « je suis nulle », accompagnées de la même terreur, des mêmes ressentis sensoriels que lors de l'événement duquel elle n'a pu se défaire, rendant alors toute initiative de révolte impossible. Ainsi, en état de dissociation traumatique, les signes cliniques d'un possible TSPT ne sont pas forcément visibles, et face à cet apparent détachement, l'entourage de Chloé ne sera pas en mesure de prendre conscience du danger. Notre objectif est donc de mettre à disposition de tout professionnel évoluant auprès de lycéens des outils permettant de saisir certaines réponses au vécu traumatique. L'école a une responsabilité dans la construction individuelle et sociale des adolescents. Les professionnels exerçant dans les lycées pourraient mettre en place un plan de prévention afin de protéger les enfants contre toute forme de violence. La prévention a pour objectif de sensibiliser et faire réfléchir les élèves à l'importance des notions de dignité, d'égalité, de respect mutuel et leur faire prendre conscience du danger que les violences sexuelles engendrent. Le rôle de l'école n'est pas à sous-estimer dans la prévention et le repérage des violences sur les étudiants. C'est souvent suite aux informations préoccupantes effectuées par les établissements scolaires que les services du procureur peuvent se saisir de ces violences. En termes de repérage, l'école tient donc une place centrale. Si les personnes côtoient quotidiennement dans leur classe les enfants victimes de violences, être apte à repérer des signes alarmants permettrait aux professionnels de prévenir des tiers. Ainsi, quel que soit son métier, le professionnel pourrait adopter les bons réflexes afin de rassurer le jeune, laisser la place à la parole et le diriger vers les personnels formés si besoin. Faire de l'école un lieu de repérage nécessite la formation des professionnels à la prise en charge de telles situations et la prévention par les enseignants aux étudiants. Cette lutte contre les violences sexuelles est donc un enjeu fort du système éducatif. Un plan de sensibilisation des jeunes aux violences sexuelles est nécessaire. Il pourrait se mettre en place grâce à différents outils de prévention. Par exemple, nous pourrions mettre en place en classe des cours d'éducation sexuelle. Elle repose sur la transmission des connaissances fiables sur la sexualité. Elle permet de renforcer leur capacité à prendre des décisions responsables, leur permettre d'explorer et définir leurs propres valeurs et leur fournir un modèle sain du comportement sexuel. Ce cours pourrait se dérouler en plusieurs étapes, passant par le déroulement de la puberté, la compréhension de la notion de consentement et de respect mutuel, l'importance de la place et l'expression des sentiments, le premier rapport sexuel, la santé sexuelle avec les différents contraceptifs, les risques d'infections sexuellement transmissibles et l'accessibilité au dépistage. Une psychoéducation serait également nécessaire afin de comprendre que ce type d'acte peut être puni par la loi et assimilé à un crime. Poser ces éléments pendant la scolarité de l'élève de façon récurrente, c'est prévenir le possible passage à l'acte de certains jeunes. Ce cours de psychoéducation pourrait également redéfinir la notion de consentement, de viol et de comprendre la notion du psychotrauma et de sidération. Nous pourrions également mettre en place des groupes de parole. Par des interventions ludiques et constructives, apprendre aux jeunes à identifier les comportements inadaptés, qu'ils en soient les témoins, les auteurs ou les victimes. L'objectif est de les aider à se questionner sur leurs idées, attitudes et comportements afin d'y mettre du sens et de favoriser des relations saines, plus égalitaires et épanouissantes. Ces groupes de parole peuvent passer par des moments d'échange dynamiques entre les élèves et les professeurs, créer des débats, favoriser l'échange, interroger les élèves sur leurs connaissances par rapport à la notion de consentement, de viol et de sidération. Elle pourrait passer également par une réflexion autour d'une question comme sur l'égalité des sexes, l'enjeu du poids des mots et la notion de violence verbale. Elle pourrait également passer par des vidéographies telles que des exposés faits par les étudiants sur une notion au choix.
nous allons passer à l'accompagnement. Cette partie a pour objet de guider l'ensemble des étudiants ainsi que les intervenants de la communauté scolaire dans la prise en charge et la prévention des agressions sexuelles. Faire prendre connaissance de la présence d'un ou d'une psychologue scolaire et la disponibilité des professeurs. Informer du lieu où l'étudiant doit se diriger. Préciser l'importance du respect de la confidentialité et du secret professionnel. Elle peut passer par l'ouverture à la parole, se rendre disponible pour l'étudiant. L'école et les professionnels qui la composent sont amenés à repérer des signes. L'école et le bureau des professeurs peuvent s'agir d'un lieu d'écoute. Elles peuvent permettre aux jeunes de libérer la parole et d'être pris en charge le plus rapidement possible pour être protégés et accompagnés. Cet accompagnement peut également passer par la distribution d'un répertoire, des personnes ressources à contacter en cas de problème au sein de l'établissement ou de l'extérieur. Le rôle des adultes et plus précisément des professionnels exerçant en milieu scolaire dans la prévention des violences sexuelles est primordial. Protéger est un impératif qui s'impose à nous tous et cette protection est un droit. Notre volonté ici est de mieux outiller pour mieux repérer et mieux agir dans un seul désir, celui de protéger.